très bien. On va enchaîner parce qu'on a pris un peu de retard et la séance n'est pas terminée. Maintenant, c'est le professeur Karima Achour, qui est membre de notre académie de chirurgie, qui est professeur chef de service de chirurgie thoracique au CHU d'Alger, qui va nous faire part de son expérience sur l'approche de l'échinococose pulmonaire. Karima, donc tu as 14 minutes. On va dire 11. Il faut que tu gagnes une minute. Non, voilà. Donc, je vous remercie. Donc, c'était simplement, je vais parler en double casquette en tant que chirurgienne thoracique et en même temps que présidente de l'association algérienne d'échinococose aussi. Parce que c'est vrai qu'avec le travail de Dominique, c'était comment associer notre terminologie. Vous allez voir que les chirurgiens ne publient pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on se conserve pas trop sur la même terminologie. Par contre, voilà. Donc, voici. Donc, bon, la particularité du thorax par rapport au foie, c'est que d'abord, c'est un organe fonctionnel, donc vital, pour lequel la fonction cardio-respiratoire qui prime sur le parasite. C'est-à-dire que quand on doit opérer un thorax, première des choses qu'on va demander, état général du patient, peut-il bénéficier d'un geste et quel geste peut-on lui donner? Le geste ne va pas parler simplement que du foie, il va parler aussi de tous les organes qui sont associés, à savoir poumon, plèvre, diaphragme quand il est associé, compression du cœur et des fois des vaisseaux, éventuellement du médiastin. Pourquoi cœur et vaisseau? Parce que des fois, on est amené à faire une CEC péropératoire, à préparer une CEC, quand il y a même un petit kyste qui est sur l'artère pulmonaire, si on ouvre, s'injecte, il meurt dans les secondes qui suivent. Donc, tout ça doit être préparé avant qu'on commence notre intervention, ce qui fait qu'en premier lieu, le malade peut-il bénéficier d'une chirurgie et si oui, quelles sont les précautions à suivre pour ne pas le tuer sur table et éventuellement lui rendre une fonction respiratoire la plus appropriée possible. Pour le parasite, Madame Viton déjà en a parlé, donc il fallait associer la terminologie entre membrane germinative, d'ailleurs, adventice, pas d'adventice, donc ça c'était, alors on a déjà suffisamment parlé. C'était pour savoir aussi, c'était que le kyste, quand il allait s'approcher, donc c'est ce qui nous intéressait, c'était qu'il allait provoquer des lésions, que ce soit bronchique, pleurale, pariétale, médiastinale, diaphragmatique, et donc tout ça devait être géré soit avant, soit en même temps, c'est-à-dire en péropératoire, et éventuellement aussi par la suite. Donc, en second lieu, après avoir assuré la fonction cardio-respiratoire, bien sûr, il fallait traiter le parasite pour lequel on était essentiellement venu et traiter le parasite et toutes les complications qu'il a traitées. C'est-à-dire que ne pouvait faire la chirurgie thoracique qu'un chirurgien qui maîtrise très bien tous les actes chirurgicaux. C'est-à-dire parce que les chirurgiens thoraciques, en tout cas chez nous, manquent énormément, ce qui faisait qu'on essayait de gérer de telle manière à ce qu'on puisse récupérer le maximum de patients et éviter les récidives, parce que vous allez voir, les récidives, elles sont méchantes. Donc voilà, donc on résumait un petit peu même dans l'introduction, c'est la chirurgie de l'échinococose cystique pulmonaire. D'abord, c'était corriger, première de choses, reprendre la fonction cardio-respiratoire, il fallait s'en sortir avec, traiter le parasite si c'est possible le maximum, les conséquences, mais tout ça devait être pris dans un cadre, c'est là où je reprends ma casquette en tant que d'association, en tant que présidente de la société d'échinococose, dans un cadre médical aussi associé. Donc, les options thérapeutiques. Au poumon, certes, il n'y a pas trop de controverses. Dans le poumon, il n'y a pas. La chirurgie reste. Vous allez comprendre que dans les zones où on a des zones d'endémie, c'est d'excellents chirurgiens qui font ça parce qu'on fait ça quand on est déjà commencé à être interne et on termine ça avec notre carrière. C'est-à-dire qu'on fait ça 2-3 fois par semaine. Les internes essaient de faire les plus petites, mais on essaie de récupérer les complications pour que le malade s'en sorte avec un minimum de dégâts entre nous et le parasite. D'autres options qui ne sont pas ouvertes au poumon, à savoir la PER, la mini-invasive. Ça, par contre, ça, c'est une chose qui me tient à cœur. On n'est pas encore fait des études de recherche. Quel est l'organe protoscolicide qui ne pouvait pas donner de complications sur les branches? Et jusqu'à maintenant, on n'a pas. Donc, cette PER existe chez les viscérales, chez les digestifs, nos collègues digestifs, mais qui n'a pas encore été remis par contre d'actualité. Beaucoup ne la fassent pas, ça nécessite une expertise. C'est une technique qui a été faite dans les années 70-80 en Tunisie, repris par les Marocains, actuellement avec les Turcs. Vous allez voir l'exposé de Okan Hakan, vous allez voir les choses extraordinaires que nous, par contre, dans le poumon, nous ne pouvons pas faire. Reste par contre, bien sûr, l'option d'ajouter le traitement médical avec des indications et des fois ne rien faire quand le kyste est déjà en classification. Donc, pas de controverse pour nous, mais par contre, reste à savoir, comme je l'ai dit, de remettre la fonction cardio-respiratoire, savoir le timing entre les kystes qu'il y a dans le foie, dans le poumon, qui doit l'opérer en premier, ça court entre les différentes RCP. Faut-il faire quel type de sélection, sélectif, pas sélectif, faut-il déjà savoir la faire, quel type de voie d'abord quand c'est bilatéral, est-ce que c'est une thoracotomie, une sternotomie, les deux sont méchants. Faut-il garder l'organe atteint, oui ou non, est-ce qu'il faut gérer les fistules bronchiques en même temps, cavité résiduelle, traitement de lésions associées, à savoir des décortications, des lésions sur le diaphragme, et des fois même diaphragme avec un petit peu de foie associé.
Tout ça pour essayer d'avoir un patient quand même qu'on a traité sur cette pathologie et avec un minimum de morbimortalité. Et surtout, éviter bien sûr les récidives. Donc, pour les indications, chez nous, pas de souci, c'est toujours la chirurgie associée aux antiparasites par contre. Et ça a été difficile de faire rentrer et je pense jusqu'à maintenant chez nous, ça reste encore très difficile d'associer encore le traitement antiparasitaire. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le malade arrive chez nous en passant à travers par contre, il passe à travers un peu presque le parasite, le clinicien d'organes. Donc, c'est le généraliste ou le médecin radiologue qui le voit, il vient directement en chirurgie. Donc, on se tape double boulot, à savoir le gérer médicalement et l'opérer chirurgicalement et le resuivre médicalement. Donc, c'est un calvaire. Le mardi, qui est notre journée de consultation, est un calvaire pour tous les chirurgiens qui font cette consultation. Donc, on va essayer d'associer les infectiologues parce que franchement, ça va nous permettre simplement de travailler et de faire notre côté chirurgie, mais on n'y est pas encore arrivé. Traitement antiparasitaire, qu'on le fait. Il y a des indications. C'est pour ça d'ailleurs que la société, on avait décidé quand on avait mis le produit, ce qui est bien, c'est qu'on a pu le faire fabriquer juste après le congrès mondial en 2017. En 2018, il était disponible en Algérie et jusqu'à maintenant, on est autonome. Ça se passe très bien. Mais quand on l'utilisait, donc on a eu peur que certains médecins, surtout de l'intérieur du pays peut-être, puissent l'utiliser comme étant le traitement miracle. Non, ce n'est pas un traitement miracle, il doit être associé à l'acte chirurgical. Par contre, il a 3 indications. Quand il ne peut pas être opéré et qu'il n'y a pas la paire chez nous, donc certes, des localisations multiples non résicales ou les tout petits kystes inférieurs à 3 cm. Il y a des miracles qui se font. Franchement, c'est génial. Je ne dirais pas que c'est des miracles, c'est un traitement qui a bien marché et surtout chez les enfants. C'est pas cette... Et bien sûr, ne rien faire. Des fois, c'est encore mieux pour un chirurgien quand c'est des kystes qui sont calcifiés ou en voie de calcification. Donc voilà, les procédures chirurgicales, c'est pas trop pour le dire quel type de chirurgie nous allons faire, même si c'est intéressant, mais c'est simplement pour dire chirurgie, traitement antiparasitaire associé. Selon un schéma bien sûr prédéfini, établi, on ne le fait pas comme on a envie de le faire. Le but, vous avez vu tout à l'heure ce que je vous avais donné un peu, à savoir la fonction respiratoire, essayer de traiter le parasite et tout. Quand on va par contre pour opérer, le chirurgien fait l'inverse de ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, en premier, on va essayer de contrôler la récidive en premier lieu. Donc, on va mettre un produit protoscolicide. Excuse-moi du terme, je n'ai pas mis, mais je reste encore un peu dans mes... C'était pour l'explication. Donc, d'abord, il faut éviter la récidive. Donc, on va faire le cheminement inverse. On va traiter, bien sûr, le parasite pour lequel nous sommes venus. Ça ne prend pas énormément de temps, très souvent, 1/4 d'heure, 20 minutes. Et les 3-4 heures qui vont suivre, on va essayer de rétablir la fonction respiratoire. Et c'est sur celle-là qui nous intéresse, parce que c'est celle-là qui est source de morbimortalité. Donc, on va traiter les fistules bronchiques, on va traiter la cavité résiduelle et on va traiter toutes les lésions associées, surtout quand il y a une décortication. Des fois, on est même amené à enlever une côte, voire 2 côtes, quand c'est des blindages bien massifs au niveau de votre coque pour pouvoir rien accéder. Après, il faut tout réparer, tous les dégâts qu'on a provoqués nous-mêmes déjà avant l'intervention ou bien le parasite que lui-même avait fait. Donc, la protection par des protoscolicides, ça c'est déjà mis. On commence très souvent avec du sérum hypertonique pendant 20 minutes, mais on n'est pas très patient. Donc, on terminera toujours ça avec l'oxygéné, en s'assurant que bien sûr, il n'y ait pas de fistule pulmonaire. Plusieurs techniques, après ça va de l'accouchement jusqu'à la technique de ponction-aspiration. J'ai gardé la périkystectomie partielle parce que ça reste encore un peu voilà, même si elle est fausse. Oui, je sais parce qu'il n'y a pas de périkyste puisque le périkyste c'est du parenchyme pulmonaire quand on va essayer de préserver le plus. Les fistules bronchiques, c'est elles par contre qui nous posera énormément de problèmes parce que pourquoi? Si elles sont petites, ça va, on va essayer de les refermer, mais quand elles sont grandes, on sera amené à faire des résections, à savoir de segmentectomie, lobectomie, voire des fois même des pneumonectomies quand c'est une grosse branche qui en fait. Et bien sûr, la cavité résiduelle. Imaginez un trou dans un poumon. C'est horrible. Et en plus, ce poumon, il faut qu'il respire, il faut qu'il vive bien. Ce poumon doit coller à la paroi. Et donc, il faudra la traiter. Quand c'est petit, on essaie de la refermer. On essaie, quand elle est moyenne, d'essayer de la retourner. C'est ce qu'on appelle marsupialisation presque, on va dire, c'est la technique. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, on fait de la résection. On essaie d'éviter de faire quand même comme ça, surtout que c'est des patients quand même qui peuvent avoir d'autres localisations de l'autre côté et voire du foie associé. Arrivant bien sûr, c'est là où le chirurgien en arrive, parce que quand on a laissé un peu des fois les plus jeunes faire tout ça, ce qu'on vient de citer, là par contre il faut une expertise parce qu'il faut retrouver un poumon en bon état, il faut le coller à sa plaie parce qu'il faut prévoir la morbidité, il faut essayer d'arranger quand c'est à côté du foie qui est un peu transpercé à travers avec le foie et le diaphragme, il faut essayer la paroi quand ça n'a pas trop suffi de ne pas enlever une pleurectomie, le cœur et les vaisseaux comme je vous ai dit, on prépare quand on a un peu peur, on prépare déjà une CEC fémoro-fémorale. Chez les cardiaques, on prévoit ça à l'avance quand on sait qu'on va s'approcher d'un vaisseau et qu'on a peur qu'il nous explose. Et bien sûr, un médiastin, à savoir l'œsophage et tout ce qui concerne la trachée, tout ce qui suivra. Donc, tout ça, c'est ça le geste qui fera que notre geste sera bon pour le patient.
Le VATS, la VATS, il fallait que j'en parle un petit peu. Nous, ce n'est pas du tout notre pratique. Pourquoi? Parce que les principes pour nous de base doivent être réglés. Ça, c'est vraiment pour des patients très, 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 très bien sélectionnés qui n'arrivent pas presque chez nous et pour lesquels, pour nous, les bases doivent être réglées à l'avance, à savoir traiter la cavité, les fistules et toutes les complications. Donc, la VATS, très, très petit cas, mais qui ne nous arrive pas très souvent chez les enfants. Un petit mot simplement pour dire sur notre expérience. Pendant la Covid, on a beaucoup de patients avaient fait des scanners, c'est bien. On a trouvé beaucoup de cas donc, qui n'étaient pas vomiqués, qui n'étaient pas compliqués. Donc, on a opéré quand même 41 patients. On n'a pas chômé pendant la Covid, en plus des néoplasies. Donc, parmi eux, il y avait 10 enfants et pour tous avaient bénéficié d'un traitement médical. Donc, tous avaient bénéficié d'une TDM. Sérologie, je vais vous dire que chez nous, c'est pas, on a classé l'ELISA, le Western blot ne se fait pas de manière courante. Donc, franchement, on peut opérer les patients. On sait très bien par rapport à la clinique, l'interrogatoire, on va dire la zone d'endémie. On sait à l'avance que c'est exceptionnel qu'on puisse se tromper sur ce plan-là. Donc, on a essayé de faire un minimum de résection. C'est plus facile de faire une lobectomie. Pour vous dire, la lobectomie, par exemple, ou la bilobectomie, c'est beaucoup plus simple de pouvoir régler le problème pulmonaire que d'essayer de gérer cette cavité facile. Après, avec les anesthésistes, on fait gonfler. Est-ce que le poumon gonfle? Il gonfle pas bien? Est-ce qu'il va coller? Il va pas coller? Mais on a essayé quand même de faire. On a fait un petit peu essentiellement par thoracotomie, quelques cas par sternotomie quand c'était surtout des lésions bilatérales. Bon, ce sont des belles images de kystes qu'on a pu faire accoucher. Voilà, mais quand on a fait accoucher, il nous reste quand même une cavité résiduelle. Que lui faire à cette cavité résiduelle? Eh bien, des fois, on est amené à faire des résections. Voilà. Et quand on peut, mais vous avez imaginé un peu la cavité qu'il y avait dans ce poumon. Donc, ça, c'est source. Vous êtes sûr que votre patient, il va rester longtemps en réanimation et voire même réintervention si on ne fait pas le bon geste dès le début. Mais après, c'est un équilibre, c'est l'expertise qui va jouer. Faut-il comment faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Notre expérience, quand même, est relativement bonne. On a eu 17% de morbidité, pas de mortalité, en tout cas pas sur cette équipe-là. Fuite aérienne essentiellement. Sur le suivi, ça, c'est un point qui va nous intéresser parce que, quand même, sur les 39, on a eu 3 patients qu'on a trouvés récidivés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu plus, de réopérer, un sous traitement. Mais par contre, ça nous a posé problème pour prouver cette récidive. Pourquoi? Parce qu'elle se fait essentiellement sur la clinique. Comme je vous ai dit, très souvent, c'est des kystes qui sont asymptomatiques. Sérologie, quand elle a été positive au début, elle va durer pendant plusieurs mois. Donc, c'est pas un élément de facteur qu'on puisse suivre. Et la radiologie, il faut vraiment qu'il soit gros pour qu'on puisse le voir au scanner. Donc, ce qui était l'idéal, c'était de refaire une étude de recherche. C'est ce qu'on fait actuellement. On va essayer de faire ça avec l'équipe de Besançon pour trouver des biomarqueurs dans ce sens. Voilà. Bon, pour dire simplement, c'est un gentil parasite, certes, une pathologie bénigne, mais regardez sur un patient ce qu'on a pu enlever. Et ça, on n'avait enlevé que ça. Donc, on en avait laissé à l'intérieur parce qu'il était dyspnéique. Après cette chirurgie, il est bien. Avec un traitement médical, il survit. On essaie de gérer. La prévention reste quand même le meilleur traitement. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout de dire qu'il faut savoir bien faire sa chirurgie, quel que soit le type de chirurgie. Le traitement médical doit être associé. Il faut aussi faire un peu de recherche, comme vous allez le voir sur les différentes techniques. Et je vous remercie. Très bien, excellent, Karima.